Ironhead, page 249. Lieu insolite. Wilde coupa les moteurs, son engin se stabilisa. Il prit des clichés. Nom de Dieu, se dit-il, il pompe le pétrole brut sans que l'on y voie quelque chose, prenant des clichés à fort grossissement en zoom électronique. Il se dit, Marlowe Fahrenheit sera content. Mais que cela peut-il être? Mais qui cela peut-il être? Regardant par le hublot de gauche, Tony Wilde repéra une étrange machine. Il décida d'en approcher au ras du sable. Celle-ci émettait des sons répétés, perceptibles. Wilde comprit. Une alarme. Il donne l'alerte. Appuyant de toutes ses forces sur la manette accélératrice, Wilde mit cap au carré H12 en continuant de prendre des clichés. Sa stupéfaction se mélangea à la peur des plongeurs armés lui donnaient la chasse à l'aide de scooters sous-marins. Le colonel Wilde en compta une dizaine regroupés. Un projectile atteint la carlingue de son mini-sous-marin qui bougea. Wilde vacilla un instant sous le choc. Il se dit, ces gens-là veulent la guerre, ou tout simplement ma peau. Il arma le lance-torpille et passa celui-ci en mode attaque. Tony visa le groupe et après avoir retourné l'avant du sous-marin vers les plongeurs, déchargea sur eux 4 torpilles. Les torpilles lancées atteignirent leur cible et déjà un groupe de plongeurs est neutralisé. Wilde faisait une bien étrange manœuvre. Tournant sur lui-même, il visait ça et là les plongeurs de combat qui touchaient, restaient immobiles sous la force des déflagrations. Arrivant sur lui, des plongeurs hardis voulurent le couler, mais Wilde passa en mode défensif et les métaux constituant son submersible se comportèrent comme une cuirasse déchargeant un violent courant électrique. Les 3 plongeurs qui essayèrent de s'accrocher au Rawas 2 furent électrocutés. Drôle de moustique, dit Wilde en s'éloignant loin des lieux. Tony Wilde faisait cap sur le Gépard en remontant à 180 mètres de fond. Il arracha la boîte de clichés photographiques d'un emplacement pratique sur sa droite et mit les CD photos dans un petit sac de son équipement. Wilde arrêta le ROAS 2. Un câble où figuraient des inscriptions et un mot retint son intention. Il réinséra la boîte à nouveau qu'il verrouilla et prit un cliché en fort grossissement. Wilde retira la boîte pour de bon. Il n'y restait plus de photos possibles. Il se dirigea plein gaz vers le navire en surface. Personne ne le suivait. Wilde se plaça à 100 mètres de profondeur. Le mini-sous-marin ROAS 2 continua sa course folle vers la direction voulue. Des bancs de poissons traversaient sa route. Wilde était satisfait. Jusqu'à présent, il avait réussi. Le colonel vérifia son armement. Il lui restait des torpilles. Une faim lui laboura le ventre. Il refusa d'y penser, s'appliquant à respecter le taux de remontée vers le navire. Un bruit se fit entendre dans la cabine. La radio de bord était active. Le mini-sous-marin aboutit 1 heure après, non loin du Gépard. Le navire était très visible, comme un écho sonore là où il devait être, selon les plans de la mission et la carte marine. Tony Wilde, fatigué, mais content d'avoir pu photographier le maximum de choses concernant les constructions sous-marines. Une voix dans la radio, sans parasite, lui dit « Colonel Wilde, je vous ai dans mon radar de surveillance ici, le UG-111 Black Flag. Capitaine Kenou Knights. Me recevez-vous » « Affirmatif, capitaine Kenou. Je vous reçois 5 sur 5, répondit le colonel Wilde. Le mini-sous-marin fit surface à proximité du navire. Il s'approcha. Des treuils le hissèrent, une plateforme à l'arrière du navire. Wilde sortit de la cabine du petit submersible. Il tenait dans ses bras la boîte de CD photographique qu'il remet aussitôt au capitaine du Gépard. Objectif atteint, dit Kenou, dans un appareil de communication. Il demanda à Tony Wilde de le suivre au quartier général, ce qu'il fit sans hésitation. Le capitaine Kenou donna l'ordre de faire route. Cap au 040 vers l'est, direction inchangée. En avant, toute, cria celui-ci au poste de pilotage. Nous allons droit vers Tanger, dit Kenou à Tony Wilde. Les radars en alerte et les moteurs à plein régime, Wilde se reposa dans une cabine où il prit une douche. Il était environ 19 heures GMT. Le soleil se couchait doucement à l'ouest. Wilde s'endormit.
Quenu envoya les dernières photos sous-marines vérifiant leur authenticité. Il ne pouvait y avoir aucune fuite apparemment. Par un système de fax de l'US Navy, Quenu fut contacté par la marine. « Votre mission est une réussite, capitaine. Code Dauphin. Terminé », dit le message. « Le Gépard fendé. Le Gépard fendé. Le Gépard fendait l'eau de l'Atlantique en tanguant sur les vagues bleues. Ses feux clignotaient. Quelquefois, un marin mitraillait de ses puissants phares les alentours pour simple vérification de la consigne de sécurité du matériel. Ses puissantes hélices vrombissaient en laissant derrière elles un sillage blanchâtre d'écume marine. Tout était calme. Les membres d'équipage dans la salle des commandes parlaient quelquefois en lançant des messages. Les radars n'indiquaient aucun message maritime ou aérien. Aucune menace maritime ou aérienne. Les radars n'indiquaient aucune menace maritime ou aérienne. Wild se réveilla. Il mangea avec appétit, alla sur le pont. Il se promena un beau moment en regardant les étoiles. Le ciel était dégagé. Le colonel Wild se dirigea vers l'arrière du navire et laissa son regard se poser sur le mini sous-marin, solidement fixé par des filins métalliques. Le Roas 2 était recouvert d'une bâche, mais on devinait sa forme. Un marine vint lui parler. « Matelot Hawkins, le capitaine veut vous voir tout de suite, colonel. » Il fit un garde à vous et disparut dans la nuit. Tony Wild revint vers le poste de pilotage. Il grimpa. De petits échelons fixes en métal, prenant un raccourci, et se retrouva devant la cabine et poussa la porte. Déjà, le capitaine Knights l'invita à s'asseoir autour d'une table collée au mur. « Colonel, nous serons à Tanger dans 2 jours. La météo annonce du beau temps et une mer calme les prochaines 24 heures. Tenez, l'officier lui remit un papier plié. Wild s'en saisit et l'ouvrit. « Permission de congé, colonel Tony Wild, US Air Force. » « Ouf, se dit Wild intérieurement, tout va bien, tout a marché. » Wild s'assit à côté du capitaine Quenu et lui dit « Je suis en permission à partir de minuit, capitaine. Voyez vous-même en lui tendant le papier officiel. Ces constructions sont dans les eaux internationales, juste un peu plus éloignées que les eaux portugaises à la limite des eaux territoriales du Maroc, colonel. Les données révèlent de très larges pipelines et un nom, San Theodoros, une firme sud-américaine. Avec les écritures San Theodoros, il se trouve une lettre en caractère grec, Sigma, une société anonyme peut-être, dit Tony Wild. Je vais me renseigner sur cette étrange inscription Sigma auprès du bureau général de la marine, fit Quenu. Le Gépard continua sa route tranquillement. Il atteint Tanger à l'aube du 2e jour. Des cargos, des paquebots, quelques bateaux de tourisme, des cars ferries. L'entrée du port fut difficile pour le Gépard. Il dut attendre 4 heures. Puis après accostage, Tony Wild fut reçu par le consul américain. « Je suis très heureux de vous accueillir, colonel, dit celui-ci. Très vite, une automobile gouvernementale, frappée d'une matriculation corps consulaire, démarra vers la résidence du diplomate. Tony Wild contacta le général Harry Stevenson. Après le déjeuner copieux, fruits de mer, pâté de saumon et champagne, Wild fit une sieste et se lava le visage à l'eau tiède. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre. La vue était splendide, elle donnait sur la baie, et l'on pouvait voir un train se déplacer, des estivants, des palmiers le long de la grande avenue. Tony Wild appela le général Stevenson. « Général Stevenson, je vous prie. »« C'est lui-même. Ah, c'est vous, Tony. Parlez-moi donc de votre croisière. Tout est OK, général, il y a même du nouveau. Marlowe Fahrenheit va venir vous voir tout à l'heure. Essayez de lui expliquer dans les moindres détails
Vous avez le feu vert. Rappelez-moi ensuite dans une journée et allez vous divertir au grand casino. Marlowe aime jouer à la roulette. Bonnes vacances, salut. Et il raccrocha. Tony Wilde mit sa montre et s'habilla sport, mais élégant. Il se parfuma à l'aftershave et descendit en ville. Au Sheraton Palace de Tanger, il attendit patiemment Marlowe en sirotant un Bloody Mary. Marlowe arriva peu après. Derrière lui se traînait un groupe de personnes. « Ah, monsieur Wilde, je suis heureux de vous voir, dit Marlowe d'une voix brisée. « Je vous remercie, dit Wilde en se levant. « Restez assis, je vous prie, je n'aime pas le protocole et les manières. Détendez-vous. Ma femme est quelque part au golf. Je sais que vous êtes en vacances ici. Mais dites-moi, vous avez pris des photos, dit celui-ci en faisant un sourire amical. Beaucoup, mais je suis chargé de vous remettre ceci, fit Wilde en donnant un papier plié. Marlowe Fahrenheit s'en saisit. Merci, allons prendre un verre devant la piscine, voulez-vous? Et se tournant vers quelques amis, il les pria de le laisser seul avec Wilde. Les deux hommes marchèrent. C'est ma sécurité personnelle, Tony. Ils veulent toujours tout entendre, les moindres mots de mes conversations. Mais dites-moi, avez-vous du nouveau dans le pompage? Oui, monsieur Marlowe, fit Wilde, l'air impressionné. Appelez-moi Marlowe sans me tutoyer, dit le richissime personnage. Il y a des fuites dans les hydrocarbures. J'ai pu filmer et photographier ce que vous avez. Une lettre, c'est une société inconnue qui fort et pompe non loin des eaux territoriales du Maroc et à proximité du Portugal, dit Wilde. Dans quel secteur exactement? Demanda Marlowe. Vous aurez la réponse très bientôt. Le nom, dites-moi le nom de la société. Nous sommes en sécurité ici, Tony, dit Marlowe. San Theodoros, fit Wilde. Excellent boulot, dit Marlowe. Il reprit. Ils volent deux nations, le Portugal et le Maroc. J'ai des contrats en toute honnêteté avec les deux pays en question. Qui cela peut-il bien être? Dieu seul le sait, dit Marlowe. Aucune nation au monde ne tolérerait que l'on vienne lui dérober ses ressources pétrolifères sous couvert de la surface des eaux internationales. Aucune. La nappe s'étend tout autour de l'île de Funchal, c'est-à-dire l'île de Madère, et continue dans les eaux territoriales du Maroc. C'est un groupe anonyme qui opère. J'ai tout photographié. Ils sont dans les nappes en question et aucune autorité ne peut intervenir faute de moyens, expliqua le colonel Wilde. Marlowe Fahrenheit plongea dans la piscine et fit quelques mouvements de crawl. Wilde resta debout, stupéfié d'être ainsi laissé. Marlowe revint vers lui. « Tony, ne restons pas ainsi. Prenez une bouteille de champagne, je vous l'offre. Je dois à présent traiter d'autres affaires. Une clique m'attend, à plus tard. » Et il fit un clin d'œil à celui-ci avant de se retourner dans l'eau de la piscine. Wilde regagna sa chambre. Il prit une douche. Il avait informé Marlowe Fahrenheit, le richissime des sociétés pétrolifères. Marlowe était américain comme lui. C'était l'homme le plus important dans le monde des forages et de l'extraction à l'échelle internationale. Wilde resta pensif. Dans quelques jours, il allait revoir ce général en diable de Stevenson. Un yacht voguait vers Tanger. Thomas Hawker, Miguel Olivaros et Harry Stevenson, ainsi que leurs épouses, passaient d'agréables moments. Le général dirigeait le yacht d'une main de maître. « Vous venez, Miguel, je suis aviateur, mais j'ai aussi une âme de marin, dit Harry, en changeant de cap vers Tanger. Là devait l'attendre Wilde à l'hôtel Sheraton. Ces 2 jours à Funchal ont été magnifiques, lança Madame la Générale. Quel dépaysement! Un vrai régal, reprit Madame Hawker. Thomas fumait une bonne pipe en regardant jouer des marsouins. Vous pêchez, Thomas? Demanda Olivaros. Très peu, je chasse plutôt, dit celui-ci en soufflant de la fumée d'un grand coup. Cela tombe bien, j'ai quelques fusils pour le tir au pigeon. On pourrait faire un match, qu'en dites-vous? Intéressant, lança Thomas. Le regard reposé, un air calme flottait dans son attitude. Miguel présenta un chariot à roulettes qu'il ouvrit. De magnifiques fusils propres et bien astiqués luisaient. Thomas saisit un calibre 12. La crosse du fusil était ciselée et ses canons superposés. « Faisons du tir au pigeon d'argile, voulez-vous » demanda celui-ci. À l'arrière du yacht, sur le pont, Miguel déposa un lanceur d'assiette en argile. « Toutes les 15 secondes, lança Hawker. « Dites poule au bruit de la machine, reprit celui-ci. Une assiette se déploya dans le ciel. Thomas Hawker ajusta et suivant celle-ci, il ouvrit le feu. L'assiette vola en éclats. « Bravo, Thomas » lança Olivaros en applaudissant. Miguel saisit un fusil 5 coups. Le Portugais visa,
et attendit un instant le pigeon d'argile volant lentement, s'élevant dans le ciel. Olivaros ajusta et fit feu. L'assiette vola en éclats en un seul coup. Plus vite à cadence rapide maintenant, une assiette toutes les 5 secondes, cria le général américain, d'un ton victorieux. Le général Harry changea de fusil. Les assiettes volèrent en éclats à plusieurs reprises. Seule la dernière fut touchée sans éclater complètement. Un marin interrompit le jeu. « Général Harry, on vous demande, dit celui-ci. » Harry fronça les sourcils et quitta le pont. Il descendit dans une salle située sous le poste de pilotage du yacht, en suivant le marin. « Tenez, dit celui-ci, en tendant un vieux téléphone suspendu au mur. Harry saisit l'appareil et répondit. « Général Harry Stevenson, à qui ai-je affaire? C'est moi, Général Wilde, d'Interpol. Je suis à Tanger, j'ai contacté Marlowe. La ferme s'appelle San Theodoros. Je ne peux vous en dire plus que cela. Wilde, prenez du bon temps. Je serai à Tanger demain. Dans l'après-midi, nous y verrons plus clair. Général, j'ai dû cogner sur le pompeur de brut. Je n'avais pas le choix. Ils ont tenté de me couler. Des mésaventures à Tanger. J'arrange tout, Tony. Ne vous en faites pas. Allez donc proposer à Marlon une partie de poker, cela vous relaxera. Ciao, dit le général aux cheveux blancs, et il raccrocha. Harry revint sur le pont, une musique brésilienne flottait. Un air de Copacabana. Olivaros faisait feu sur les cibles. Quelquefois, il prenait des gorgées de liqueur Malibu à la noix de coco. Gay, le Portugais, proposa des bijoux à ses amis. Il ouvrit une mallette diplomatique et appela les dames assises plus haut. Le soleil se couchait à l'ouest du navire. Harry regardait celui-ci étaler des colliers en or et en coraux sertis d'émeraudes et de diamants. La générale saisit un bijou de corail où étaient suspendues des petites dents de requin. « Harry, tu m'offrirais bien celui-ci, dit-elle. « Cette rivière de perles est magnifique, dit Madame Julie Hawker en la plaçant sur son poitrail bronzé. « Je vous fais un prix, 7 000 $ pour le bijou. À dents de requin, dit Miguel. Harry regarda Thomas d'un air interrogateur. « Je prendrai bien ce trésor, mais la douane me demandera certainement un devis. Comment faire, dit Harry. « Oh, on n'a qu'à les garder sur le bateau sans les déclarer, fit Thomas Hawker. Ils valent le triple de leur valeur sur le marché. C'est une véritable manne, expliqua Olivaros. Je vous fais une facture chez un cousin à Tanger, mais nous devons gonfler les prix, expliqua celui-ci finalement. À Tanger, Wilde tenta sa chance à la roulette du casino, le plus chic de la ville. Fahrenheit était à ses côtés dans la salle la plus intéressante d'Afrique du Nord. Je mise sur le 36, 5 plaques. Je tiens le pari sur le 5 impair et noir, en doublant la mise, lança Marlowe. Je mise 10 plaques, dit une jeune femme élégamment habillée. Mesdames, messieurs, faites vos jeux, rien ne va plus. Et c'est le 36, je me retire, dit Marlowe. Vous en avez de la chance, dit la jeune femme à Tony Wilde, qui saisit l'ensemble des plaques, gagnées d'un air satisfait. Voulez-vous boire quelque chose, dit Wilde. Volontiers, dit la jeune femme. Wilde changea les plaques à la banque en dollars. Il remit un pourboire au croupier. Les deux personnes se dirigèrent vers un piano-bar. Baileys glacé à demi frappé, déclara la jeune femme. Un americano long drink, je vous prie, dit Wilde. Appelez-moi Dolores. Enchanté, Wilde, Tony Wilde. Je suis en vacances ici. Ah, marié? Oui, ma femme est restée à Los Angeles. Je suis espagnol.